Le cabinet de Maître Davy, niché au cœur d'un quartier d'affaires londonien où le luxe se mesure au silence des rues, sentait le cuir froid et le papier jauni. La lumière blafarde d'un après-midi de janvier filtrait à travers les lourds rideaux de velours, éclairant à peine la table de conférence massive autour de laquelle nous étions assises. Cette atmosphère habituellement propice à la solennité des affaires était saturée d'une tension si épaisse qu'elle en devenait presque physique. Nous étions là pour la lecture du testament de mon père, un homme qui avait bâti un empire sur des valeurs qu'il semblait avoir oubliées en regardant ses propres filles s'entre-déchirer. Je m'appelais Élise Dubois et j'étais assise face à la femme qui avait passé les 30 dernières années à s'assurer que ma vie soit une succession d'abats, échecs personnels et professionnels. Ma sœur aînée, Déborah. À ses côtés, maman, Madame Dubois, adoptait sa posture habituelle. Une neutralité feinte qui, dans le contexte de notre famille, équivalait toujours à un soutien silencieux et absolu à Déborah. Leurs regards ne se croisaient pas, mais l'alliance invisible qui les liait, faite d'approbation tacite et de mépris silencieux à mon égard, était palpable. J'avais toujours été l'ombre, la cadette mal aimée, celle dont les réussites étaient minimisées et les erreurs amplifiées. Déborah, elle, était l'héritière naturelle, la femme d'affaires accomplie, la favorite, celle qui irradiait une confiance glaciale. Elle portait un tailleur de créateur impeccable, chaque mèche de ses cheveux sombres était à sa place, et le léger sourire qu'elle arborait, dès que Maître Davy prenait la parole, était celui de la victoire anticipée. Les années de mépris silencieux étaient accumulées comme de la poussière toxique dans mon âme. Chaque mot condescendant, chaque regard de pitié que Déborah m'avait jeté, surtout depuis que ma petite entreprise de design avait périclité il y a 5 ans, avait laissé une cicatrice invisible. J'avais ressenti l'injustice lancinante de son jugement constant, l'impression tenace qu'elle s'acharnait à me maintenir dans l'ombre, afin que sa propre lumière brille davantage. Assise là, dans cette salle à l'ombre, j'avais l'impression d'être redevenue la petite fille fragile et démunie, prête à encaisser le prochain coup. Maître Davy, un homme d'une 50aine d'années, méticuleux et imperturbable, ajusta ses lunettes cerclées d'or. Il ouvrit le document notarié, dont l'épaisseur, laissait présager la complexité des affaires paternelles. Il commença à lire d'une voix monocorde, énumérant les actifs, les parts sociales, les placements, jusqu'à ce qu'il arrive au cœur du sujet, la distribution de la succession. La tension dans la pièce devint presque insupportable. Je pouvais entendre le grincement de ma chaise lorsque je me redressais légèrement, et le bruit subtil des doigts de Déborah tambourinant sur la table. Elle s'attendait, je le savais, à une part écrasante, convaincue que père avait fini par reconnaître son mérite supérieur, et ma prétendue incapacité à gérer quoi que ce soit de valeur. Maître Davy arriva au paragraphe crucial. Il expliqua que les actifs financiers seraient répartis à 50% entre les deux filles. Un murmure d'incrédulité échappa à ma mère, qui se contenta de fixer le notaire, les sourcils froncés. Mais le véritable choc vint ensuite. L'avocat lut une clause spéciale concernant la demeure familiale en Provence, un bien que j'adorais et qui avait été mis en réserve. Quant à la propriété de grâce, en reconnaissance du dévouement d'Élise Dubois à la fin de ma vie, je lui lègue la majorité des parts, 75%, assurant ainsi son maintien dans le patrimoine familial. Le silence fut brutal, immédiatement déchiré par un bruit sourd et aigu. Déborah avait frappé la table de sa paume ouverte. Son visage, habituellement symétrisé, était déformé par une rage froide. Elle se leva d'un bond. Ignorant Maître Davy qui était arrêté, visiblement décontenancé par cette interruption violente. « C'est une blague !» lança Déborah, sa voix montant en flèche. Écho de sa fureur rebondissait sur les murs lambrissés. Une reconnaissance ? Du dévouement ? Père a perdu la tête. Il était faible, malade, et elle en a profité. Oh. Elle se tourna vers moi, me dévisageant de la tête aux pieds avec un mépris si glacial qu'il aurait pu faire craquer la glace. C'est à ce moment précis, devant le notaire, devant maman, dans cette salle solennelle et étrangère, qu'elle m'a humiliée comme jamais auparavant. « Je refuse !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers moi, un ongle manucuré perçant l'espace qui nous séparait. « Cette femme est une voleuse ! Elle n'a droit à rien !» Mon cœur rata un battement, puis se mit à marteler ma poitrine avec une violence inouïe. Le sang me monta au visage. Le mot « voleuse » claqua dans l'air comme un coup de fouet. Maître Davy tenta d'intervenir. Un filet de voix. « Mademoiselle Dubois, je vous prie de vous calmer. » Mais Déborah était lancée, ivre de sa propre indignation et de l'injustice qu'elle s'imaginait subir. Elle piétinait le protocole et la dignité de l'événement, déterminée à écrasée définitivement sous le poids de son accusation. « C'est une voleuse, Maître Davy !» répéta-t-elle, s'adressant directement à l'avocat, comme si mon existence était qu'une note de bas de page. Il y a 6 ans, quand père commençait à être submergé par la maladie, il manquait des sommes importantes dans les comptes de la holding. Elle prétendait l'aider dans la gestion, mais en réalité, elle se servait. Elle doit être déshéritée. Elle n'a pas droit à un centime de ce qui nous revient de droit. L'accusation était publique, cinglante, et entièrement inventée. L'idée que j'aurais volé mon père, l'homme que j'avais aidé avec sincérité jusqu'à à son dernier souffle, était une torsion ignoble de la réalité.
était le sommet de l'humiliation. La tentative ultime de me discréditer aux yeux du monde, de faire de moi éternel paria de la famille. Je jetai un regard rapide à maman. Elle baissait les yeux, jouant avec l'anse de son sac à main. Son silence, ce non-déni, était une confirmation tacite de l'accusation de Déborah. Je sentis une vague de nausée monter. Le désir ardent de me rétrécir, de disparaître sous la table pour échapper à cette violence verbale qui me brûlait les joues. La douleur accumulée pendant des années menaçait de me faire basculer dans les larmes et la détresse. Déborah, voyant que je ne répondais pas immédiatement, interpréta mon silence comme une preuve de culpabilité. Elle se pavanait légèrement, satisfaite de l'effet produit. Elle pensait vraiment m'anner, écraser définitivement, briser ma dernière once de dignité, et s'assurer que Maître Davy prenne note de cette information capitale pour invalider ma part d'héritage. Cependant, au lieu de m'effondrer, une force inattendue se réveilla en moi. Ce n'était pas la force de la colère brute, mais celle, froide et tranchante, que procure la conscience d'une vérité gardée et protégée. Était plus la petite sœur craintive. Était une femme qui, anticipant cette injustice, avait pris ses précautions. Mon esprit fit un bond en arrière, se remémorant la nuit où, il y a quelques mois, j'avais confronté Déborah, au sujet d'une irrégularité financière que j'avais découverte dans les registres de la société. Elle, sous l'effet de l'alcool et de la surprise, avait non seulement admis avoir détourné des fonds bien plus tôt que la période de maladie de père, mais avait révélé avec arrogance un plan visant à me faire accuser pour couvrir ses traces. J'avais gardé en secret l'enregistrement audio de son propre aveu de fraude. La douleur qui me rongeait depuis des années, l'humiliation répétée, la rage contenue, tout cela se transforma en une détermination glaciale. Je fixai Déborah, qui continuait de haranguer Maître Davy avec des détails inventés sur mon prétendu vol. Elle était si sûre d'elle, si arrogante, qu'elle ne remarqua pas le changement subtil dans mon regard. La peur avait disparu, remplacée par une tranquillité dangereuse. Mademoiselle Dubois, cela sort du cadre de la lecture du testament, insista Maître Davy, les mains levées pour tenter d'apaiser le chaos. Non, maître, c'est le cœur du problème, insista Déborah. Je vous demande officiellement d'ouvrir une enquête sur le comportement d'Élise. Elle a volé père, et elle tente maintenant de voler son héritage. Elle s'approcha de la table, son visage, à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient d'une malice triomphante. Elle savourait ce moment, la certitude de m'avoir anéanti. Je restais immobile, le corps droit, respirant lentement. L'odeur du parfum entêtant de Déborah me parvint. Elle attendait ma réaction, mes pleurs, ma fuite. Mais j'avais atteint un point de rupture où la seule option restante était la contre-attaque. J'avais attendu ce jour, cet instant précis de son triomphe éphémère. Alors que Déborah terminait sa diatribe par une exclamation finale sur ma malhonnêteté, je glissai ma main dans la poche intérieure de mon manteau. Mes doigts trouvèrent immédiatement la texture familière de mon smartphone. J'avais préparé une courte vidéo, montée à partir de l'enregistrement audio brut, avec des sous-titres et quelques preuves documentaires pour un impact maximal. Mon cœur battait la chamade, tambourinant une cadence de guerre dans ma poitrine. L'adrénaline remplaçait la honte. Je sortis l'appareil, écran noir reflétant faiblement mon visage pâle. Déborah, satisfaite du silence relatif qu'elle avait imposé par sa violence, se rassit enfin, un air de supériorité affiché. Très bien, Maître Davy, dis-je d'une voix étonnamment claire et calme, coupant court à la tentative de l'avocat de reprendre la parole. Mon ton était si différent de la Élise habituelle qu'il attira l'attention de tout le monde. Puisque ma sœur insiste pour parler de vol et de vérité, peut-être devrions-nous éclaircir ce point tout de suite, continuai-je, mon regard ancré dans celui, maintenant légèrement perplexe, de Déborah. Elle ne comprenait pas ma sérénité. Elle s'attendait à des larmes. Je posai le téléphone sur la table, et d'un mouvement délibéré et mesuré, je le connectai à écran de projection situé dans un coin de la salle de conférence, habituellement utilisé pour les présentations financières. Le câble se brancha avec un petit clic sec, un son qui résonna étrangement dans le silence tendu. Je savais que Maître Davy, par professionnalisme, ne ferait pas arrêter une preuve ou une déclaration, aussi inhabituelle soit la méthode. Je touchai l'écran de mon téléphone. Une image s'afficha sur la toile blanche, une simple capture écran d'un virement bancaire datant de 4 ans. Puis, sans plus d'avertissement, j'ai projeté la vidéo. La pièce passa de la lumière tamisée à éclat froid de écran de projection, et le son, initialement faible, fut amplifié par le système de la salle, remplissant chaque recoin de la confession de Déborah. Elle pensait me écraser définitivement avec ses mensonges publics. Elle n'imaginait pas que j'avais gardé cette preuve, cette épée de Damoclès, suspendue au-dessus de sa tête. Ce jour-là, tout a changé. J'allais enfin révéler la vérité. Mon cœur cognait à mes côtes, mais mes mains étaient fermes. La vidéo commença à défiler, et la voix enregistrée de Déborah, légèrement éméchée mais parfaitement audible, résonna dans le cabinet londonien. Bien sûr que j'ai bougé les fonds, Élise. Tu crois quoi? Que j'allais attendre que ce vieil homme prenne ses décisions seul? L'argent est à moi, il l'a toujours été. Et si jamais tu oses ouvrir la bouche, je ferai en sorte qu'on te tienne pour responsable. Après tout,
Qui croirait la petite Élise, la ratée? Le son de sa propre voix, déformé par la surprise et la panique qui commençaient à se lire sur son visage, coupa la respiration de l'assemblée. Le choc fut immédiat. Maître Davis se redressa de sa chaise, ses yeux scèses, écarquillèrent derrière ses lunettes, fixant, écran. Ma mère porta lentement la main à sa bouche, son expression passant de la neutralité à une horreur manifeste. Déborah, la reine du contrôle, devint livide. Elle se leva à nouveau, mais cette fois-ci ce haine était plus la rage qui l'animait, mais une terreur paniquée. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit, car la vidéo continuait à dérouler les preuves de détournement de fonds bien avant la période de maladie de mon père, le tout lié à l'aveu de sa propre voix. La salle est devenue silencieuse. Le seul bruit était la voix enregistrée de Déborah, confessant sa manipulation et son mépris, non seulement pour moi, mais pour la mémoire de notre père. Chaque mot la démolissait publiquement. Le poids de l'humiliation était inversé en l'espace d'une minute. Je haine, était plus la voleuse. Elle, était. Je haine, était plus la victime. Elle était l'agresseur exposé. Je restais assise, laissant la vidéo faire le travail. Le temps semblait être arrêté. Je pouvais sentir les regards peser sur moi. Non plus de mépris, mais de stupéfaction et, pour la première fois, de respect. Maître Davy, professionnel jusqu'au bout, mais manifestement ébranlé, commença à prendre des notes frénétiques sur son bloc-notes. Déborah, prise au piège de sa propre arrogance, tenta une dernière fois d'atteindre le projecteur. « Éteins ça, Élise! Éteins ça immédiatement !» siffla-t-elle, sa voix brisée par l'urgence. Elle ne criait plus, elle suppliait, mais était trop tard. Le poison de sa propre vérité se répandait dans la pièce. Je la regardais calmement, les années de douleur invisible évaporant enfin de mes épaules. Je haine, éteignis rien. Je laissais la séquence se terminer, l'image fixe de la preuve finale de sa fraude restant projetée sur l'aile. Écran blanc immaculé. La salle est devenue silencieuse. Un silence lourd, absolu, où l'on pouvait entendre le souffle court de chacun. Je venais de me libérer, et de détruire l'image parfaite de ma sœur. Fin du bloc 1. Éteins ça, Élise! Éteins ça immédiatement! Siffla-t-elle, sa voix brisée par l'urgence. Elle ne criait plus, elle suppliait, la tonalité aigre et hautaine ayant fait place à une peur gutturale. Était la panique pure, celle de l'animal pris au piège. Elle fit un pas, puis deux, ses talons claquant sur le parquet ciré, avec une violence inappropriée. Elle voulait atteindre le projecteur, éteindre la source, effacer la preuve, mais elle était trop loin, et la terreur la clouait au sol. Son corps était rigidifié non par contrôle, mais par un effroi qui paralysait ses membres. Était trop tard. Le poison de sa propre vérité se répandait dans la pièce, chaque syllabe enregistrée agissant comme un acide sur son image soigneusement construite. L'odeur douce et entêtante de son parfum de créateur était mélangée à l'odeur plus âcre de sa panique, créant une dissonance sensorielle brutale. Je la regardais calmement. Mes mains, posées à plat sur la table de cuir froid, étaient étonnamment stables. Je sentais la texture grainée du bois poli sous mes paumes. La peur, la tristesse, l'humiliation, toutes ces émotions qui m'avaient étouffé pendant des années, étaient parties, remplacées par une clarté presque douloureuse. Les années de douleur invisible, le poids constant être la coupable désignée, éternelle ratée, tout cela évaporait enfin de mes épaules, comme une brume matinale sous un soleil glacial. Je éteignis rien. Je laissais la séquence se terminer. Les dernières secondes montraient, en surimpression sur l'aveu vocal, le relevé bancaire liant directement Déborah à une série de retraits douteux, bien plus importants que les petites sommes qu'elle m'avait accusée d'avoir prétendument volées. Le montage était professionnel, froid, implacable. L'image fixe de la preuve finale de sa fraude resta projetée sur l'aile, écran blanc immaculé. Le projecteur bourdonnait doucement, son ventilateur émettant le seul son mécanique dans le cabinet londonien figé. La salle est devenue silencieuse. Un silence lourd, absolu, où l'on pouvait entendre le souffle court de chacun, le froissement presque inaudible de la soie du chemisier de ma mère. Ce était pas un silence de respect, mais un silence de stupéfaction et de démolition. Déborah était pétrifiée, les yeux fixés sur la projection, ses traits tirés et défaits. Elle était plus la femme d'affaires impeccable, mais une coquille vide, vidée de sa superbe et de son assurance. Elle ressemblait subitement à une enfant surprise la main dans le pot de confiture, mais dont l'enjeu était le naufrage de sa vie professionnelle. C'est une voleuse, maître Davy. Elle doit être déshéritée, mon père le voulait, il me l'a dit avant de mourir. Les accusations de Déborah fusaient, perçant le silence déjà tendu du cabinet. Il se délectait de sa performance, savourant l'idée que était là, piégée, incapable de me défendre contre des calomnies qu'elle avait passé des années à construire. Son visage était un mélange hideux d'arrogance et de fausse indignation, et j'ai senti le venin de son mépris m'atteindre une dernière fois. Pendant 5 longues années, j'avais intériorisé cette douleur, laissant ces mensonges s'insinuer dans chaque relation, chaque opportunité manquée. Je n'aime, et têtu,
non par culpabilité, mais par un respect mal placé pour mon père, et l'espoir idiot que la vérité finirait par émerger d'elle-même. Mais la vérité ne sort jamais seule. Elle doit être projetée, parfois violemment, dans la lumière crue. J'ai senti une froide détermination s'installer, effaçant la peur et la tristesse. La victime silencieuse que Déborah avait cherché à écraser n'existait plus. Je me suis levée lentement, mes muscles tendus, mais mon esprit d'une clarté parfaite. Mon mouvement, délibérément lent, a stoppé net l'élan oratoire de Déborah. Elle me regardait, son sourire cruel encore esquissé, attendant que je m'effondre en excuses ou en sanglots. « Assieds-toi, Élise. Ne perds pas le temps de mettre d'avis avec tes pathétiques dénégations. Ouais, cracha-t-elle, son ton dégoulinant de supériorité moqueuse. Je l'ai ignoré, me dirigeant vers le mur du fond où Maître Davy avait un écran de projection moderne, utilisé habituellement pour les documents complexes. J'ai sorti de mon sac, avec une précision mécanique, mon téléphone portable et l'adaptateur que j'avais acheté exprès dans la petite boutique high-tech de la gare juste avant de venir. J'avais tout préparé en secret, méticuleusement, comme un chirurgien préparant son scalpel. Maître Davy, confus par ce changement inattendu de procédure, a posé son stylo. « Madame Élise Dubois, nous sommes dans une lecture de testament, pas une salle de cinéma. » J'ai connecté le câble HDMI, écran, jusque-là vierge, à illuminer la salle de la lumière bleue et blanche de mon fond d'eau, écran. J'ai regardé ma sœur, dont le sourire était figé, remplacé par une expression d'amusement incrédule, puis, très rapidement, par une légère inquiétude. Elle ne comprenait pas, mais elle sentait que le contrôle lui échappait. Avant de parler de voleur, Déborah, et avant de décider qui doit être déshérité, je crois qu'il est temps d'écouter la vérité. Ouah, ai-je déclaré. Ma voix était basse, mais elle portait le poids de 5 années de silence et d'injustice. Était la première fois que je m'adressais à elle avec une telle autorité, sans la moindre peur. J'ai ouvert le dossier sécurisé sur mon téléphone. Était bien plus qu'un simple fichier audio. J'avais combiné l'enregistrement de sa confession avec des captures d'aide et écrans de documents financiers incriminants que j'avais pu récupérer grâce à un ancien collègue. J'ai projeté la vidéo. La résolution était nette, les documents parfaitement lisibles, mais c'est l'audio qui a déchiré l'atmosphère. J'ai monté le volume, le son, un peu étouffé mais parfaitement clair, a empli la pièce, faisant trembler l'air autour de nous. Était la voix de Déborah, il y a 5 ans, lors d'un appel téléphonique qu'elle pensait privé, enregistré à mon insu, mais que j'avais précieusement conservé. Voix de Déborah, enregistrée, rire sec. Non, il n'y verra que du feu. J'ai fait en sorte que tous les papiers pointent vers elle. Élise est tellement stupide avec les chiffres, elle a signé les documents de transfert sans lire. Il va croire que c'est elle la voleuse. J'ai réussi à tout couvrir. Et 50 000, ça a payé mes dettes au cercle de jeu, clé, était la seule façon de m'en sortir. Papa ne me retirera jamais l'entreprise. C'est fait. Crochet fermant, l'enregistrement a continué, détaillant comment elle avait habilement fait porter le chapeau à Élise pour la faillite d'une petite filiale, comment elle avait manipulé les comptes pour masquer ses propres pertes dues à son addiction au jeu, et comment elle avait profité de la méfiance naturelle de notre père à mon égard pour sceller ma culpabilité. Chaque phrase prononcée par la voix enregistrée était un coup de poignard pour l'image que Déborah était construite. Le silence était devenu absolu, un vide sidéral. Ce était plus le bruit des accusations, était le poids palpable de la trahison. Le visage de Déborah a subi une transformation terrifiante. Le mépris s'est liquéfié en horreur. Ses yeux se sont écarquillés, fixant l'écran où sa propre confession défilait. Puis moi, réalisant l'ampleur du piège dans lequel elle était tombée. Elle était trahie par le seul témoin qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sa propre voix, conservée en secret. Madame Dubois a poussé un petit cri étouffé. Pas de colère mais de choc pur. Elle a pressé son mouchoir sur sa bouche, ses yeux passant de l'écran à sa fille aînée, comme si elle ne la reconnaissait plus. Elle, qui avait toujours défendu Déborah, se retrouvait confrontée à une vérité, qu'elle ne pouvait plus ignorer ni balayer sous le tapis. Maître Davy s'est levé d'un bond. Il était plus le notaire froid et distant. Il était un officier de justice confronté à une fraude majeure, orchestrée au détriment de sa cliente et de l'héritière légitime. Il s'est approché de l'écran, les yeux rivés sur les documents projetés, absorbant les dates, les montants, les confirmations visuelles de l'aveu sonore. Il a lu les lignes de texte que j'avais ajoutées, liant le détournement de fonds à ma prétendue faute professionnelle. J'ai révélé la vérité, calmement, sans aucune rancœur apparente, laissant les preuves parler. Voilà, Maître Davy, la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, et la raison pour laquelle mon père m'a déshérité. La salle est devenue silencieuse, un silence tellement lourd qu'il semblait aspirer tout l'oxygène. Il n'y avait plus de murmures, plus de respiration anxieuse, juste le bourdonnement lointain de la climatisation. Déborah était pétrifiée, incapable de bouger, ses mains agrippant fermement les accoudoirs de sa chaise. Elle a finalement réussi à articuler quelque chose, un sifflement faible et désespéré. C'est un faux! Un montage! Elle a trafiqué ça! J'ai relancé l'enregistrement, pointant le doigt vers les données de métadonnées que j'avais incluses dans la projection.
La date et l'heure de l'enregistrement correspondent exactement à la date de la transaction frauduleuse, maître. Et les documents bancaires que j'ai ajoutés prouvent le transfert des fonds vers un compte personnel que Déborah utilisait à Zalé, époque. Maître Davy n'a pas répondu à Déborah. Il s'est rassis, son visage grave, et a commencé à prendre des notes frénétiques sur un bloc-notes à part, notant les détails des preuves. L'avocat venait de passer du rôle de simple lecteur de testament à celui de témoin d'une escroquerie. La tentative d'humiliation de Déborah avait fait naufrage. Elle avait cherché à me détruire publiquement, et elle venait d'être détruite par sa propre arrogance. L'expression sur son visage, mélange d'incrédulité et de panique, était la plus grande victoire que je pouvais espérer. Je me suis assise à nouveau, mes jambes tremblantes, mais mon cœur rempli d'une paix inconnue. Le poids des années de mépris et de blâmesse était envolé. Étais enfin libérée. Déborah, l'agresseur public, était exposé. Son mensonge démasqué devant la seule personne qui pouvait réhabiliter ma réputation et garantir la justice. Madame Dubois, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, a détourné le regard de sa fille aînée, incapable de soutenir le regard de celle qui venait de révéler une telle bassesse. L'image de la sainte, Déborah, l'héritière méritante, était écroulée. Élise, la soi-disant voleuse, retrouvait sa valeur. Ma réputation était réhabilitée. La dignité que j'avais perdue ce jour-là, il y a 5 ans, venait de même être rendue, amplifiée par la puissance d'une vérité irréfutable. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement j'ai récupéré la part de l'héritage que mon père m'avait retiré, sous l'influence malveillante de ma sœur, mais j'ai récupéré mon identité. Le silence de cette salle, cet instant suspendu de choc, est devenu le marqueur de ma libération définitive. Déborah n'a plus jamais osé croiser mon regard, et maître Davy a pris les mesures nécessaires. La justice pour une fois a prévalu, grâce à une petite preuve gardée en secret. Élise, la soi-disant voleuse, retrouvait sa valeur. Ma réputation était réhabilitée. La dignité que j'avais perdue ce jour-là il y a 5 ans, venait de être rendue, amplifiée par la puissance d'une vérité irréfutable. L'onde de choc traversait la pièce, non pas avec un bruit fracassant, mais avec la violence sourde d'un mur qui écroule lentement. Déborah était toujours là, pétrifiée. Son corps tordu dans un effort désespéré pour nier ce que ses oreilles avaient entendu, et ce que ses yeux voyaient sur l'écran lumineux. Elle ressemblait à une statue de sel, figée dans l'instant exact de sa chute. L'odeur musquée de son parfum cher, habituellement si envahissant, se mêlait maintenant à âcre transpiration de la panique, une odeur de défaite. J'observais ses mains, qui avaient cessé de serrer les accoudoirs. Elles étaient maintenant ouvertes, tremblantes, comme si elles venaient de relâcher le dernier fil qui la retenait au monde de l'illusion. Ce n'est pas Lou, ce n'est pas possible, parvint-elle à chuchoter, sa voix étant plus qu'une ombre de l'assurance caustique qu'elle affichait quelques minutes auparavant. Vous avez, vous avez fabriqué une histoire pour l'argent, Élise. Je ne me suis pas dérangé pour répondre. Le temps de la défense était terminé. Était maintenant le temps de la preuve. J'ai simplement hoché la tête vers maître Davy, qui avait cessé de noter et était levé pour la seconde fois, s'approchant du grand écran pour examiner de plus près les métadonnées et les documents financiers. Il n'avait pas besoin de mes paroles. La vérité se suffisait à elle-même, brutale et implacable. Maître Davy, habituellement si maître de lui, a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Le cuir du fauteuil qu'il avait quitté avait gardé l'empreinte de son poids, témoignant de la lourdeur du moment. Madame Élise Dubois, commença-t-il, sa voix grave et mesurée, contrastant avec le chaos émotionnel de la pièce. Ces preuves, commença-t-il, si elles sont vérifiées, ce dont je ne doute pas vu la précision des documents bancaires projetés, commença-t-il, change radicalement la base légale de l'exécution testamentaire. Votre père, monsieur Dubois, a basé sa décision de vous déshériter sur une information qu'il croyait factuelle, mais qui s'avère être le fruit d'une fraude et d'une manipulation. Il s'est tourné vers Déborah, et son regard était plus celui du notaire courtois, mais celui d'un officier de la loi horrifié. Madame Déborah Dubois, si l'on ajoute à cela la nature même de l'enregistrement, une confession claire et détaillée d'un détournement de fonds au sein de l'entreprise familiale, nous ne parlons plus seulement de conflit familial. Nous parlons de manœuvres frauduleuses, de calomnie, et d'un abus de confiance qui pourrait avoir des conséquences pénales significatives. Le mot pénal a claqué dans l'air, et j'ai vu Déborah se vider de son sang. Elle a finalement réussi à se lever, mais son mouvement était saccadé, désarticulé. Non, père l'aurait fait de toute façon, il ne m'aimait pas, s'est-elle écriée, s'adressant à maître Davy, ignorant l'existence de sa mère et la mienne. Était une tentative désespérée de revenir à l'ancienne narration, celle de la victime innocente face à la sœur ingrate. J'ai senti élan de fureur monter en moi, la première véritable vague de colère que je mène, était permise en 5 ans. Je me suis redressée, mon regard ancré dans le sien. Non, Déborah, ai-je coupé net, ma voix ne tremblant plus du tout, elle était un tranchant d'acier poli. Père t'aimait, il t'a fait confiance. C'est cela qui est le plus cruel. Tu as utilisé sa méfiance envers moi, fruit de tes propres mensonges passés,
pour t'assurer qu'il ne verrait jamais que tu étais la brebis galeuse. Le déshéritement N était pas une preuve de son manque d'amour pour moi. C était la preuve qu'il t'aimait tellement qu'il était aveugle à ta duplicité. Et tu l'as laissé mourir en portant le poids d'une injustice qu'il avait commise sous ta fausse influence. Chaque mot était prononcé avec une clarté glaciale, non pas pour la blesser, mais pour forcer la vérité à se frayer un chemin à travers son déni. Madame Dubois, ma mère, a finalement brisé son silence. Elle s'est levée, non pas pour défendre Déborah, mais pour éloigner d'elle. Elle a fait un pas en arrière, heurtant presque une étagère remplie de dossiers juridiques. Le petit cri qu'elle a poussé était celui de la reconnaissance de Lille, échec maternel, de la trahison filiale la plus profonde. Déborah, dit-elle, sa voix était qu'un murmure blessé. Elle ne pouvait rien ajouter. Que dire face à la destruction de toute une vie d'illusions? Elsia était toujours vantée de la réussite de son aîné. Maintenant, cette réussite était exposée comme une coquille vide, remplie de dettes de jeu et de mensonges. Elle m'a regardée, moi, sa fille silencieuse et discrète, avec une expression où se mêlait la honte et un début de respect. J'ai décroché mon téléphone portable de l'adaptateur HDMI. Le grand écran est redevenu noir, plongeant la salle dans une semi-obscurité apaisante après l'île, éclat cru de la vérité. Le silence qui s'est installé alors, était plus tendu. C était le silence d'après la tempête, un vide où le sort était scellé. Je me suis assise doucement, les jambes toujours un peu faibles, mais le centre de mon être était raffermi. J'ai rangé mon téléphone. Un geste simple, mécanique, mais qui symbolisait la mise en sécurité de ma victoire. Pendant 5 ans, cette petite puce électronique avait été ma seule défense, mon fardeau secret. Maintenant, celle était la clé de ma liberté. Maître Davy s'est rassis, a ajusté ses lunettes et a pris son rôle en main avec l'efficacité clinique d'un homme d'affaires. Émotion s'est retirée pour laisser place à la procédure. Madame Élise, je me dois d'enregistrer officiellement ces preuves. Nous allons devoir contacter la direction des affaires juridiques de l'entreprise familiale, et je devrais, de mon côté, initier immédiatement une action en annulation de la clause de déshéritement, arguant de l'influence indue et frauduleuse exercée sur le testateur, a-t-il déclaré, sa voix redevenue le ton professionnel du notaire. Il a rempli plusieurs pages de son bloc-notes, ses stylos grattant le papier dans un bruit sec et répétitif. Chaque grattement était un clou dans le cercueil de Déborah. Déborah, comprenant que la situation légale lui échappait totalement, a finalement tenté une fuite. Elle a jeté un regard rapide à sa mère, qui l'ignorait. Puis à moi. Dans ses yeux, il n'y avait plus de mépris, juste une haine froide et la terreur de la prison. « Je m'en vais !» a-t-elle déclaré, sa voix brisée par l'effort. Elle a ramassé son sac, un accessoire de luxe ridicule dans ce contexte de ruine morale, et s'est dirigée vers la porte, ses pas rapides et instables sur le parquet lustré. Elle n'a pas osé me regarder une dernière fois. Elle ne pouvait plus soutenir mon regard, car il était devenu le miroir de sa propre bassesse. Un instant, Madame Déborah Dubois l'a stoppé Maître Davy, levant une main impérative. Vous resterez à disposition pour une confrontation immédiate avec nos conseillers juridiques. Étant donné la gravité des montants impliqués et la nature de la fraude, je vous conseille vivement de contacter un avocat spécialisé en droit pénal avant de quitter la ville. Déborah s'est arrêtée net, la main sur la poignée de porte, sans se retourner. Elle était piégée, même dans sa fuite. J'ai observé sa silhouette humiliée. J'aurais pu ressentir de la joie, une satisfaction mesquine, mais ce n'était pas le cas. Ce que je ressentais était plus profond et plus calme, et était la justice restaurée, équilibre rétabli. La vengeance est éphémère. La vérité est définitive. Ma mère, Madame Dubois, a attendu que Déborah ait été escortée hors de la pièce par l'assistante de Maître Davy. Un geste discret du notaire pour éviter une confrontation plus publique. Puis elle s'est effondrée sur sa chaise. Elle a pleuré, le son étouffé par son mouchoir en dentelle, mais ce n'était pas des larmes de chagrin seulement, étaient des larmes de révélation. Élise, a-t-elle dit, s'adressant à moi pour la première fois avec une tendresse qui m'avait manqué depuis l'enfance. Je vis. J'ai été si injuste. J'ai toujours cru ta sœur. Je suis si désolée, ma chérie. Son excuse, simple et tardive, a eu l'effet d'une légère égratignure sur ma cuirasse. J'ai senti mes propres yeux s'embuer, non pas à cause de la tristesse, mais à cause du relâchement d'une tension que je ne savais pas si profonde. C'est fini, maman, ai-je répondu, ma voix un peu rauque. Il est temps de regarder la vérité en face. Maître Davy nous a laissé quelques minutes de silence, respectant ce moment de réconciliation forcée et amère. Il m'a ensuite expliqué les démarches avec une précision chirurgicale. La réintégration immédiate de mes parts, le gel des actifs de Déborah liés à l'entreprise, et l'ouverture d'une enquête interne qui mènerait inévitablement à un audit complet de la gestion de ma sœur ces 5 dernières années. Votre position dans l'entreprise est désormais réaffirmée, Madame Élise, a conclu Maître Davy me tendant un verre d'eau fraîche. L'héritage sera exécuté selon les vœux initiaux de votre père, avant l'intervention frauduleuse de votre sœur. Je me suis levée pour quitter le bureau.
Le soleil filtrait par les lourds rideaux de velours, illuminant les particules de poussière en suspension dans l'air. Le cabinet, avec ses odeurs de vieux papier et de cire d'abeille, était plus un lieu d'oppression, mais le théâtre de ma rédemption. Je suis sortie dans le couloir, me déplaçant avec une légèreté que je n'avais plus connue depuis mon 20e anniversaire. La rue était bruyante, remplie des klaxons et du brouhaha des conversations, mais tout cela me semblait lointain, comme un bruit de fond non pertinent. Ma réalité était désormais intérieure, claire, forte et incontestable. Ce jour-là, tout a changé. Non seulement j'ai récupéré la part de l'héritage que mon père m'avait retiré sous l'influence malveillante de ma sœur, une somme qui représentait la sécurité financière et le droit de regard sur l'âle, œuvre de toute une vie, mais j'ai récupéré mon identité. Le silence de cette salle, cet instant suspendu de choc, est devenu le marqueur indélébile de ma libération définitive. Jeannot était plus la coupable, la paria, la fille ratée, était celle qui avait patienté, qui avait gardé la preuve de son innocence et qui avait eu le courage de la projeter dans la lumière. Déborah n'a plus jamais osé croiser mon regard. Les quelques échanges ultérieurs, lors des réunions d'avocats et des procédures d'audit, se sont déroulés sous une froide distance, son masque d'arrogance étant définitivement brisé sous le poids des charges. Elle a dû faire face à la honte publique, à la perte de son statut social et aux conséquences légales de ses actes. Maître Davy a pris les mesures nécessaires avec une rigueur implacable, non seulement pour réparer l'injustice testamentaire, mais pour s'assurer que les crimes financiers ne resteraient pas impunis. Mon père n'a jamais su la vérité de son vivant, mais la justice pour une fois a prévalu, grâce à une petite preuve numérique gardée en secret. La petite Élise, celle qui lisait des livres dans son coin et qui se laissait marcher dessus par sa sœur brillante et manipulatrice, était morte. À sa place se tenait une femme, marquée par l'aile, épreuve, mais forte d'une vérité durement gagnée. Le poids de la dignité retrouvée était plus précieux que tout l'or de l'héritage. J'avais gagné ma vie en gagnant ma vérité. Et cette victoire, silencieuse et totale, était éternelle.